cette table ronde qui va essayer de répondre à la question de l'avenir de la visibilité pour les marketplaces. Les marketplaces qui sont un sujet, un univers SEO à part entière. Et donc, se pose la question de savoir comment les marketplaces vont évoluer en termes de visibilité dans les prochains mois ou les prochaines années, sachant que l'environnement va bouger avec l'arrivée de Google Shopping Action. Est-ce que ça va redistribuer les cartes ou pas? Les usages évoluent également. Quel impact ça a sur la visibilité pour les vendeurs? Donc, on va essayer de répondre à ces questions avec mes intervenants. Donc, je vous présente Philippe Yonnet, président de Search 4 Site, Roland de Brabant, CEO de Open Linking, et Cécile Béroni, SEO manager de Rakuten France. Donc, pour commencer cette table ronde, on va essayer de dresser une photographie du marché des marketplaces en France à l'heure actuelle. Roland, toi qui travailles au quotidien avec elle pour tes clients, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état de ce marché? Je vais être très direct. En France, on est en retard sur le développement justement de pays comme l'Allemagne, qui est vraiment très en avance, en tout cas sur leur manière de consommer sur les marketplaces. Et eux-mêmes sont également en retard sur les États-Unis. On y reviendra sur la question juste après. Après, dans le panorama, en tout cas français, bien entendu, le premier, c'est Amazon. On a également en second Cdiscount, Fnac, Rakuten qui arrive. Également, on va retrouver à peu près les mêmes, effectivement, en Espagne, mais ça va être différent dans d'autres pays, justement, européens. De manière générale, les marketplaces progressent énormément. Je crois que par rapport à l'an dernier, on est déjà... Ça doit toucher à peu près 20 à 25% des parts de marché au global du e-commerce français. Donc c'est une belle progression et je pense que sur les prochaines années, ça va encore bien progresser. Et pourquoi est-ce qu'on a pris ce retard en France? Je pense qu'on a peut-être un problème de culture. C'est vrai qu'en Allemagne, qui pour moi, enfin numéro 1 en Europe, eux, ils ont tout de suite dans les meilleures coutumes Zalando, qui a imposé ses règles, le fait de, enfin, a offert la possibilité de pouvoir renvoyer le produit gratuitement. Il faut savoir que justement en Allemagne, pour Zalando, c'est un produit sur deux qui est renvoyé, ce qui est énorme. Ça rassure en tout cas le consommateur. Et donc du coup, en France, Zalando s'est développé, on a commencé à avoir cette culture des marketplaces, mais ça a pris du retard. Et puis on est très chauvin que je suis quand même, mais on est toujours un peu en retard de manière générale sur le marché allemand ou anglais. Et Philippe, de ton point de vue sur l'état du marché Je partage l'analyse de Roland. Alors déjà un commentaire sur le marché UK, qui est aussi beaucoup plus avancé que le nôtre, mais pour d'autres raisons que l'Allemagne, je pense. Là, on a affaire à des e-commerçants qui sont beaucoup plus habitués à faire beaucoup d'efforts en digital marketing, beaucoup plus d'investissements, et du coup, c'est vrai que pour eux, c'est beaucoup plus naturel de passer par des marketplaces pour arriver à développer leurs ventes. En Allemagne, on avait une situation qui, au départ, était beaucoup plus fragmentée dans le domaine du e-commerce. Et donc, il a fallu effectivement que certains acteurs viennent à fédérer donc les marchands. Et du coup, ça a été naturel pour eux de basculer très vite sur la logique de marketplace. Enfin, le Rakuten en Allemagne, justement, est une marque qui a repris donc un ancien acteur qui était typique de ce qui se passait en Allemagne, c'est-à-dire la capacité à fédérer comme ça énormément de marchands. Et là aussi, en Allemagne, on est dans une culture où les gens font beaucoup plus d'investissements en e-marketing qu'en France. Et donc ça joue là aussi là-dessus. Ça veut dire que par exemple, il y a beaucoup d'agences par exemple en Allemagne qui proposent des services d'optimisation pour Amazon et même des campagnes sur Amazon Ads. En France, on en est au balbutiement. Enfin, je veux dire, c'est un élément qu'on peut justement sur lequel on peut se demander pourquoi en fait on a un tel retard, mais c'est un constat. Et Roland, tu travailles aussi avec des agences allemandes en termes de méthodologie. En fait, en quoi l'Allemagne est avancée par rapport à la France? Ils sont avancés surtout sur même la manière on en parlera sur une dernière question, de vendre du SEO Amazon. Honnêtement, nous, on a beaucoup appris avec nos binômes justement allemands, parce que, comme le disait Philippe, on est vraiment au balbutiement.
on découvre. Tu as commencé à faire des articles JDN depuis un an. Abondance a commencé à en parler, mais je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse rien que le nom de l'algorithme d'Amazon. Parce que Amazon a son propre algorithme. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'il faut juste passer à une étape psychologique pour se dire, nous, SEO Google, comment on peut faire pour faire du SEO Amazon. Il faut juste casser des barrières parce que ce n'est pas du tout les mêmes points de repère, mais je peux vous promettre qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser, en tout cas sur du SEO Amazon, quand on commence à connaître l'algorithme et qu'on voit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on est un peu, je l'expliquais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est comme il y a 10 ans en arrière sur du SEO Google où toute la veille on doit la faire en anglais. Toutes les informations qu'on a sur les bonnes pratiques elles viennent d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne et un peu d'Angleterre, et que nous, on doit culturellement, pas culturellement, mais apprendre et développer ça. Donc il y a une grosse partie évangélisation également du marché pour faire voir qu'il y a des choses à faire. C'est pas juste un flux, les marketplaces, qu'on peut vraiment progresser quand on fait du SEO dessus. Et alors justement, être visible sur une marketplace, en quoi ça consiste en matière d'objectifs? Comment est-ce qu'on fixe ces objectifs? À quels obstacles on est confronté? Et quel type de solution on peut trouver? Alors il y a deux aspects là-dedans. Il y a comment travailler lorsqu'on a une marketplace, sa visibilité, et après quand on est e-marchand, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa visibilité. Là ça dépend évidemment des marketplaces. Là le travail le plus courant est fait pour Amazon, sur lequel il y a des vrais efforts que l'on peut faire en matière d'optimisation pour améliorer sa visibilité. Roland l'a évoqué, c'est des choses très différentes de ce qu'on fait d'habitude en SEO, parce que l'algorithme est finalement pas complètement connu. Amazon est encore plus secret sur son algorithme que Google ne l'est. Il n'y a vraiment aucune information officielle qui filtre là-dessus. Par contre, c'est à la limite un algorithme plus simple, parce qu'on devine assez facilement quelle est la logique qu'il y a derrière Amazon. Donc évidemment, ils veulent favoriser des marchands qui offrent une expérience d'achat la meilleure possible et qui sont capables évidemment de se positionner sur les requêtes. Donc on a plus des 2/3 des gens qui achètent sur Amazon qui passent par le moteur de recherche interne d'Amazon pour trouver un produit. Donc ça veut dire que si on n'optimise pas typiquement les titres sur les fiches produits, les contenus des fiches produits, etc., on n'a pas de résultat. Donc ça c'est une autre forme d'optimisation, donc le SEO sur Amazon, qui est plus simple que le SEO classique, mais c'est quelque chose d'indispensable et qu'aujourd'hui, finalement, peu de marchands font bien en France. Et donc effectivement, on est obligé de faire de l'évangélisation. En fait, il faut le voir vraiment comme une spirale. Quand vous commencez sur Amazon, si vous êtes un nouveau vendeur, pour progresser, il faut faire des ventes. Bon, en tout cas, Amazon dit qu'on peut faire de l'AMS, donc du PPC, enfin du Google AdWords, que ça va vous améliorer votre partie organique d'Amazon. Donc ça, c'est la version officielle en tout cas d'Amazon. Et on comprend très bien la logique. C'est plus vous allez faire des ventes, plus vous allez améliorer votre valeur transactionnelle et plus vous allez progresser. Donc au début, pour faire des ventes, pour être visible, il faut acheter l'espace publicitaire. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans ta question, justement, qu'est-ce qu'on a appris de l'Allemagne, c'est que tout de suite, dans cette réflexion-là, vous voulez progresser en SEO Amazon, eh bien, vous allez devoir faire l'investissement publicitaire, et puis on va le réduire au fil des mois. Mais on va prendre des nouveaux indicateurs comme le ACOS, c'est le pourcentage de dépenses publicitaires qu'on va mettre pour faire des ventes. Et donc du coup, on peut arriver déjà sur, il faut 50% de budget publicitaire par rapport à la volumétrie de chiffre d'affaires. Et ça, en SEO, honnêtement, on ne l'aura jamais. Alors que sur Amazon, on arrive sur des nouveaux concepts super stimulants, même excitants, parce que du coup, nos actions qu'on fait, tout de suite, vont avoir un impact sur la vente. Alors que sur du SEO Google, on va faire progresser le trafic. S'il est qualifié, on va amener des ventes, mais c'est un petit peu indirect. Là, on a vraiment la possibilité d'intervenir même sur l'état de santé du compte, sur le prix. Voilà, c'est tout ça qui est compris en fait quand on parle de SEO Amazon. Et Cécile, en tant que marketplace, comment ça se passe du coup pour les vendeurs pour être visibles?
Du coup, il faut déjà repartir sur le métier d'une marketplace. Le métier d'une marketplace, c'est d'être un tiers de confiance et de proposer des avantages à la fois pour nos vendeurs, donc nos marchands, particuliers ou professionnels en ce qui me concerne, et nos acheteurs. Donc on a bien sûr des systèmes de récompense pour nos acheteurs, mais on a aussi côté marchand, parce qu'on les met en concurrence, donc on les met en danger. On a des features qui leur permettent de faire de la publicité, d'améliorer leur satisfaction sur leur vente et du coup de progresser en effet dans les résultats de nos moteurs de recherche, où nous on a un système de buy box sur nos fiches produits. Donc en gros, en haut d'une fiche produit, donc une fiche produit, c'est une agrégation de plusieurs annonces marchands et on affiche un prix qui sera présent ensuite dans la search et dans la nav, qui est le marchand ou l'annonce du marchand en tout cas élu. Et là, on est assez transparent avec nos marchands pour leur dire qu'est-ce qui fait, quelles sont les variables sur lesquelles ils peuvent être influenceurs pour améliorer cette visibilité, enfin améliorer leur positionnement sur cette buy box. Et c'est en effet, c'est des choses assez basiques. C'est par rapport à leur expérience de vente, par rapport au nombre de claims qu'on a nous en termes de retour client, puisque nous on se veut être, par exemple pour Rakuten, tiers de confiance, donc on fait de l'achat-vente garantie. Donc ça veut dire que si le vendeur a une insatisfaction ou notre acheteur, nous on se charge de rembourser soit le vendeur, soit l'acheteur, voire dans certains cas, quand c'est des problèmes de livraison, les deux. Donc, quand on s'engage à ça, du coup, on met en concurrence nos marchands aussi sur leur qualité de service, et c'est des choses qu'on exprime tout à fait. Après, et c'est un point qui est important, on a aujourd'hui des marchands qui en effet investissent très peu sur ne serait-ce que la qualité de leur catalogue. Nous, on est un catalogue open, on est vraiment une marketplace, on a 0 produit en propre, mais on a aussi cette logique japonaise d'accueillir tout le monde. Donc, et ensuite, c'est à nous de distribuer les produits dans les rayons, d'essayer d'avoir les bons attributs sur les fiches produits, etc., pour bien les classer, et puis d'avoir du contenu aussi sur la fiche produit, puisque si une fiche produit, si un vendeur crée une annonce qui n'appartient à aucune fiche produit, qu'on n'arrive pas à agréger, c'est lui qui va être auteur du contenu de la fiche produit, et ensuite tous les vendeurs vont s'agréger dessus. Donc c'est hyper important de nous apporter des catalogues de contenu avec les descriptifs produits, mais aussi du contenu marchand. Il y en a qui mettent juste une ligne, la référence, délai d'expédition en 48 heures, et basta. Et ça a beau être un top produit, on n'a aucun contenu produit. Donc c'est à nous d'aller acheter des référentiels ou d'aller contacter les fabricants pour récupérer les contenus. Donc il y a un vrai travail aussi à faire sur ce côté-là. Donc contenu et bien sûr satisfaction utilisateur. Et puis il y a aussi tout le travail de la marketplace elle-même pour travailler sa visibilité. Exactement. Nous, notre objectif en termes de métier, c'est évidemment, pour une marketplace comme la nôtre, puisqu'on n'est pas spécialisé, c'est d'inonder le web. Nous, c'est vraiment notre but, c'est d'être présent sur tout, partout. On va des objets d'art et collection à de la mode, du jardin, du livre. Oui, on a un template unique pour tout le monde, mais ensuite, voilà, notre objectif en SEO, c'est d'inonder le plus possible. On n'est pas sur de la top tail, mais c'est d'être présent partout. Donc, et de multiplier cette présence-là. Donc, dans ce sens-là, quand on a des catégories qui sont bien travaillées en termes de contenu, de contenu produit, des produits qui ont une image, ça paraît être un basique, mais aujourd'hui, on a beaucoup de vendeurs qui nous envoient des produits qui n'ont pas d'image, donc qui n'ont pas de détails, qui n'ont pas d'attributs, qui sont mal classés, parce que justement, ils envoient très peu d'informations. Donc derrière, nous, c'est tout un travail qu'on rattrape. On a une équipe catalogue qui réceptionne, qui retraite, qui va chercher des référentiels, qui rematch, qui enrichit les attributs pour bien les reclasser. Mais le vendeur ne nous facilite pas forcément la tâche.
Et Philippe, en termes justement de défis SEO pour une marketplace, qu'est-ce que tu vois, toi, comme action à mettre en place ou comme obstacles à surmonter? Il y en a deux principaux. C'est que déjà, la structure d'une marketplace est différente de celle d'un site marchand habituel, puisque, en fait, dans un site marchand habituel, au bout de l'arborescence, on a des feuilles qui sont des fiches produits. Là, dans une marketplace, la feuille, c'est une offre de prix d'un marchand. Et donc, il y a déjà des challenges donc de structure. C'est-à-dire que ça fait beaucoup plus de pages donc à faire crawler et indexer. C'est-à-dire que la structure est totalement différente. Évidemment, il faut se poser des questions déjà pour savoir est-ce qu'on va mieux référencer la fiche produit que les offres de prix. Voilà. Donc c'est déjà une première source de soucis. Et donc il y a ce que disait Cécile, c'est-à-dire que on a donc des flux venant des marchands à intégrer, qui sont les informations sur les produits qu'ils ont à vendre. Et donc là, le problème qui se pose, c'est que bien sûr déjà, les marchands ne vont pas forcément tous jouer le jeu. Et donc un certain nombre d'entre eux vont rentrer des informations qui sont erronées, parfois volontairement erronées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent par exemple à créer des multiples entrées dans leur flux pour arriver à occuper l'espace pour que leurs concurrents deviennent moins visibles. Donc en fait ils spamment. Voilà, donc côté marketplace, il faut effectivement agir pour empêcher ces pratiques de se développer. Et puis le problème numéro 1, c'est que aussi finalement ce que veut intégrer la marketplace, c'est un plus grand commun dénominateur entre tous les attributs, toutes les informations qui sont communes à différents marchands. Et on a un paradoxe à la fin, c'est qu'on a beaucoup plus de produits dans une marketplace que souvent sur un site marchand habituel, mais on a parfois moins d'informations sur les caractéristiques. Et donc ce que font les marketplaces souvent, c'est qu'elles créent justement des flux simplifiés. Et après, elles ont un gros travail à faire, c'est ce qu'expliquait Cécile, pour recréer des données structurées à partir des caractéristiques qui sont cachées dans les descriptifs des fiches produits. Et ça, évidemment, c'est un énorme travail, très difficile à faire. Et ça permet de créer des filtres permettant de trouver les produits plus facilement derrière. Bien sûr. Et c'est automatisable, j'imagine? Alors oui, suivant les marketplaces que je connais, il y a deux méthodes qui sont mises en place. Il y a une méthode à partir de règles, donc qui marche assez bien. Donc, puis il y a une méthode plus moderne à base de machine learning. Donc voilà, enfin, chacun après utilise la méthode qu'il veut, mais en fait on a quand même besoin de choses assez sophistiquées pour y arriver. Nous, on fait par exemple du machine learning sur la reconnaissance d'images, pour justement suggérer les catégories qui matchent avec ce qu'on reconnaît dans l'image. Donc on a des équipes de R&D qui travaillent dessus. Pour justement être capable de repérer un pantalon vert fluo, même si le texte disait que c'était juste un pantalon. Exactement, pour essayer vraiment de leur donner un niveau, d'avoir une granularité dans notre arborescence qui soit cohérente par rapport aux produits qu'on propose. Et parce que quelqu'un ne cherche pas, on tape pas dans Google un jean, on tape un jean slim, taille 48 pour femmes. Voilà, on donne quand même un certain nombre d'informations. Pareil dans notre moteur de recherche, on voit très bien que dans notre moteur de recherche, les gens font des requêtes à plusieurs expressions et détaillent plusieurs caractéristiques sur leur demande. Donc on a besoin, pour que les fiches produits remontent, d'avoir ces caractéristiques soit dans le titre, soit dans les attributs, pour permettre de bien les remonter. Et alors, par rapport à l'avenir justement des marketplaces, il y a eu récemment, on a pas mal parlé de l'arrivée de Google Shopping Action. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur la visibilité des marketplaces? Le produit est sorti de la bêta, enfin de l'alpha, parce que de toute façon Google appelle tout bêta. Donc voilà. Ils sont sortis de l'alpha. On a maintenant accès à l'interface, donc on peut aller voir à quoi ça ressemble, etc. Donc on a une meilleure idée de ce qu'est le produit et de ce qu'il propose. Trois conclusions. La première, c'est que c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on trouve sur Amazon. La principale différence, c'est que Google n'assure aucune logistique. Donc ça veut dire que pour rentrer dans le système, il faut être un marchand qui est capable d'assurer lui-même sa logistique
et en plus de le faire bien, parce que donc là, les contrats côté Google sont hyper clairs, c'est-à-dire que toute personne qui cherche à rentrer dans le système et qui n'est pas capable d'assurer des livraisons dans des conditions drastiques, et en J+2, va avoir des problèmes pour rester dans la marketplace. Donc ça, c'est déjà un élément important. Autre enseignement, les tarifs sont agressifs par rapport à ceux proposés par Amazon. Donc là, c'est une commission sur les ventes qui est proposée, mais qui est inférieure à ce que propose Amazon. Donc il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça. Par contre, en termes de visibilité aujourd'hui, on sait que la visibilité va être réelle, mais va être compliquée dans un premier temps par rapport à celle qu'offre Amazon. Donc là, ceux qui vont rentrer vont quand même devoir attendre, je pense, un certain temps avant que les gens, en termes d'usage, basculent vers donc un achat. Alors, je ne parle même pas de l'achat en mode j'utilise mon Google Home pour passer une commande par Google Shopping Actions, parce que là, quand on regarde un peu les statistiques sur les usages de ce type, on est vraiment dans les débuts. Il y a une minorité de gens qui réellement sont mûrs pour acheter avec leur haut-parleur intelligent. Donc c'est autre chose évidemment sur les autres interfaces. Et justement d'ailleurs en termes d'usage, on n'achète plus forcément aujourd'hui sur Internet comme on achetait il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Où se trouvent les grands enjeux en fait aujourd'hui par rapport à la façon dont les gens achètent sur Internet? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'enjeu maintenant, c'est d'être capable d'offrir une expérience d'achat la meilleure possible sur smartphone. Alors ça, un message à tous les e-commerçants dans la salle. Hein. Si vous pensez encore que ça convertit mieux sur desktop que sur smartphone, regardez bien les dernières stats, parce que en fait, ça vient généralement du fait que l'expérience d'achat est très mauvaise sur les sites marchands aujourd'hui sur smartphone, mais que ça peut s'améliorer. Donc on améliore les performances de vente en améliorant les performances des sites internet et l'ergonomie. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on a affaire à des marketplaces justement qui font mieux que les e-commerçants sur smartphone, on s'aperçoit que oui, il y a une différence extrême. Il y a des gens qui arrivent à vendre via les marketplaces, donc directement, entièrement sur un parcours client sur smartphone, alors qu'ils n'arrivent pas à le faire sur leur propre site. Donc c'est souvent ça qui les fait mûrir dans leur tête sur l'intérêt d'améliorer le parcours client sur smartphone. Donc là, c'est un élément important aujourd'hui. Et puis dans d'autres pays, on voit que les achats se font maintenant directement sur smartphone, notamment en Europe du Sud, mais plus dans des logiques de click to store, donc d'avoir donc la possibilité d'aller chercher directement les produits achetés sur smartphone dans un magasin. Et donc là, c'est intéressant parce que là, on est sur des usages qui sont plus compliqués à gérer pour des marketplaces qui n'ont pas de magasin physique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Nous, on a sorti parce que comme il disait, hein, une marketplace, son objectif, c'est de recruter un maximum de marchands. Nous, on est 100% marketplace, on n'a pas du tout de système logistique, donc c'est vraiment nos marchands qui mettent en place leur process logistique. Et pour vraiment se développer et répondre aux nouvelles tendances utilisateurs et être toujours un pure player dans les tendances du marché, on a développé un système qui s'appelle le Click and Collect, qui permet justement lors de l'achat sur notre site d'aller directement récupérer le produit chez les retailers. Donc nous, typiquement, on ne pourra jamais se positionner sur la livraison en 24 heures ou parce que ce qu'on voit en fait sur nos marchands, c'est qu'on peut pas leur imposer d'être bon sur les prix, d'être bon sur les livraisons, ou en tout cas d'aller tirer, parce que eux peuvent pas forcément suivre. Donc on essaie comme ça de proposer des fonctionnalités qui peuvent à eux leur permettre de suivre ces tendances du marché, qui sont de diminuer les délais de livraison, d'avoir un site qui soit clair, qui ait une bonne expérience utilisateur. Et c'est un pari qu'on a pris il y a 1 an et qui aujourd'hui nous permet de recruter énormément de retailers qui avaient commencé à aller sur le monde du web, qui avaient du mal à s'en sortir parce qu'il fallait être mobile first, parce qu'il fallait aller dans le vocal prochainement, donc c'est assez compliqué pour eux d'investir là-dessus. Et donc là, ils profitent à la fois de notre expérience et ils refont du trafic en magasin par notre intermédiaire.
C'est également ça l'avenir, puisque finalement on parle technique, on parle usage. L'avantage des marketplaces, c'est que tout de suite, elles vont proposer, par exemple, ce que disait Philippe, des moyens de paiement adaptés par rapport au pays. Parce que les Allemands ou les Italiens n'ont pas les mêmes habitudes de paiement que la France. Donc ça peut être un frein quand on ne le sait pas. Et là, pour le coup, Amazon le fait très bien. Il faut prendre également le paramètre qu'on est de plus en plus cross-border. Donc les Allemands, eux, par exemple, le pays où ils achètent le plus après l'Allemagne, ça va être l'Angleterre, les États-Unis et après la France. Et il faut voir vraiment le marketplace comme une interface d'ouverture sur d'autres pays, beaucoup plus facile de ce qu'on avait 10 ans en arrière, tout simplement. Et d'ailleurs, tu parles d'Amazon. Amazon va probablement aussi faire évoluer ses présentations de produits dans le courant de l'année. On avait parlé de la fiche A++, il me semble, qui était en test aux États-Unis, enfin qui était déjà installée aux États-Unis, qui arrivait en Allemagne et qui, du coup, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle arrive en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il n'y a pas eu de retour à date de mon binôme, justement, allemand, parce que c'est tout récent. C'est le retour que je peux faire sur la logique des fiches A+, c'est que tout à l'heure Philippe parlait justement d'une des problématiques, ça va être justement de la data. Comment on a rédigé la data. Finalement, quand on rédige une fiche produit, c'est on décrit, enfin un descriptif de la fiche produit. Sur des fiches A+, non, on n'est pas sur ça. On doit répondre aux questions que se posent les internautes. Et on doit concevoir des fiches comme ça. Donc ça pose un gros problème justement sur la data, de la façon dont on rédige ça. Donc une grosse partie, que je connais en tout cas des commerçants, sont obligés de revoir leur PIM et leur DAM justement pour changer leur contenu, déjà à la base, pour répondre aux questions des internautes et non pas juste avoir un descriptif produit. Mais c'est un chantier qui est très long et sur lequel justement les Allemands ont pris de l'avance, les Anglais également. Donc il y a également une logique de temps, d'investissement. Tout ça pour prendre en compte, en tout cas dans les fiches A+, et quand on sera sur du A++, alors là, ça va être encore plus compliqué. Il y aura de la vidéo, il me semble. Ouais. Et comment faire pour connaître justement les questions des utilisateurs, pour les anticiper ? Parce qu'il y a celles qui ont déjà été posées, puis il y a toutes celles qui peuvent venir et sur lesquelles on a envie d'être déjà compétent et complet. Je pense que, comme le disait Cécile, c'est également, ils vont apporter de l'importance sur la manière où les marchands vont répondre également aux questions. Donc ça, c'est un point important. Donc nous, quand on rédige les fiches A+, on regarde déjà les questions et comment le marchand a répondu. Et après, c'est une étude également sur des forums, pour voir les différentes questions qui ont été identifiées et comment on peut y répondre. La logique étant de vouloir projeter le client pour qu'il puisse acheter le produit. Et donc, si on répond déjà à ces questions dans la fiche A+, on a déjà fait un bon pas devant. Après, il y a toute la logique et également tout ce qui est avis, qui sont également très très importants dans le système d'algorithme, en tout cas de Amazon après Rakuten. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Nous on a des questions vendeurs. Hein. C'est une feature qui est disponible pour nos acheteurs pour poser des questions aux vendeurs avant vente, mais aussi après vente. Mais il faut vraiment engager les vendeurs avec nous pour qu'ils travaillent. C'est pas une marketplace. Enfin, être présent sur une marketplace, c'est pas juste envoyer un catalogue. C'est pas juste envoyer un catalogue travaillé. C'est faire attention à ses stats, voir les produits qui partent. Parce qu'on a des marchands qui mettent une télécommande, par exemple, qui pour une télécommande compatible pour plein de télés, créent autant de fiches produits, sauf qu'elle se tire une balle pour elle-même, par exemple, dans ces conditions-là, parce que du coup, le contenu n'est pas quali, c'est très compliqué pour un internaute, du coup, de trouver la référence, la télécommande compatible avec sa référence. Et voilà, on a plein de mauvaises pratiques comme ça qu'on essaye de contrer, mais à chaque fois, ce qui est compliqué pour une marketplace, c'est d'engager nos marchands à s'investir un petit peu plus, à être en interaction avec nous, à travailler la qualité de leur catalogue, à échanger avec nos utilisateurs, à se prêter au jeu en fait. À se prêter au jeu. Et typiquement, nous, on a beaucoup de marchands de Hong Kong, de Chine, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Roland, la marketplace, c'est une porte ouverte pour des e-commerçants étrangers pour venir très rapidement s'implanter dans un pays. Et nous, on a beaucoup de produits qui viennent de Chine, de Hong Kong, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Italie. Et eux jouent très bien le jeu.
Alors que nous, nos marchands en France, alors qu'on a un vivier qui est énorme, ils sont encore dans... il y en a beaucoup qui sont en distribution sélective, donc qui veulent vraiment avoir la maîtrise de leur relation avec leurs acheteurs, de leur marque aussi, énormément, qui ne veulent pas être mêlés à ce vivier-là, et qui, bon, au fur et à mesure, prennent ces choix, mais n'y vont pas de la bonne façon. Donc aujourd'hui, on travaille énormément ça, à les engager avec nous. En contact direct avec les vendeurs, en fait, vous communiquez directement? On a une vraie équipe commerciale qui est aussi moteur de features pour nos marchands, qui est aussi qui est au plus près de nos équipes produits pour justement partager l'expérience utilisateur sur notre site et être transparent et imposer des règles pour essayer de faire évoluer nos marchands sans les faire fuir évidemment. Et après, montrer que c'est au service de leur visibilité. Et comme ça, on fait un peu comme Google, on impose nos propres règles du jeu. Et l'idée, c'est pas de dire on vous blacklist, c'est de dire regardez, votre voisin qui travaille mieux, du coup, lui, il est visible et il fait plus de ventes. Et alors, du coup, quelles sont les attentes d'une place de marché pour les années à venir, justement, pour continuer à être visible, continuer à avoir des outils performants et qui l'aident à être de plus en plus visible, et pour continuer à aider ces vendeurs à être de plus en plus visibles aussi? Nous, on a un gros enjeu, hein, comme le disait Philippe, c'est qu'on a beaucoup de pages, on a énormément une offre assez énorme. Hein. Nous, on a plus de 38 millions de pages, bon, c'est rien à côté d'Amazon, mais du coup, aujourd'hui, on travaille énormément sur des problématiques UX, parce que l'UX, le produit, c'est vraiment un gros critère aujourd'hui. Et typiquement, je donne un exemple. On est allé récemment sur la recherche vocale en faisant payer nos marchands pour qu'ils financent nos articles pour leur donner de la visibilité à eux et les mettre en avant sur les positions 0. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de convertir, de trouver un parcours d'achat sur ces nouvelles tendances de recherche. On parle beaucoup des knowledge graph, de la présence des knowledge graph ou des éléments ou des moteurs de recherche sur lesquels les utilisateurs ne cliquent pas, en fait, ils regardent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce besoin de comme le dit Google, de vouloir faire évoluer le web, mais pour le faire évoluer, il faut qu'on ait beaucoup plus de transparence, de partage sur les bonnes pratiques, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez l'habitude pour moi de faire. C'est le partage d'expérience, savoir que ces pratiques-là, justement, permettent, ce niveau de web perf-là permet vraiment d'optimiser sa satisfaction utilisateur et donc son SEO, évidemment, que ces parcours d'achat-là facilitent en effet la compréhension, etc., que ce niveau de contenu-là aussi. Et ça, on manque de feedback là-dessus, et parce que le marché évolue tellement vite aussi, que pour le peu de feedback qu'on a, ils sont très très vite dépassés en fait. Et en termes d'outils, quels seraient en fait les outils les plus nécessaires pour les marketplaces? Est-ce que les outils actuels sont satisfaisants? Est-ce qu'il y a des besoins qui se développent? Alors, en SEO, en tout cas, on a des outils et des agences qui ont énormément évolué, hein, qui ont des niveaux d'expertise et une vision 360 du SEO qui est quand même très alimentée. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'annonceur, c'est d'essayer de brancher ces outils de visibilité, ces outils d'analyse de crawl à notre catalogue produit, en fait, et de le faire réagir en fonction de ça. En fait, c'est vraiment ça, c'est complètement d'être dans le time to market et d'arbitrer en fonction de chaque analyse nos actions opérationnelles. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'IA, de machine learning, parce que c'est vrai, il faut que les marketplaces aillent sur ces niveaux, sur ces opérations-là, puisque aujourd'hui, on a des agences qui sont capables de nous fournir beaucoup de data.
et il faut juste qu'on arrive à les calquer avec notre data interne, notre data catalogue, notre data utilisateur, pour justement trouver des patterns ou en tout cas des scénarios qui puissent nous permettre d'avoir des actions beaucoup plus pertinentes et vraiment dans le time to market, quoi. Et du côté des agences et des vendeurs, donc les agences qui travaillent pour les vendeurs, quelles sont les attentes et comment est-ce qu'on peut du coup aller vers des prestations de plus en plus efficaces pour les aider à être plus visibles? C'est là où je te rejoins. Finalement, tu as répondu sur la partie SEO. Si on reprend sur la globalité, une discussion qu'on avait eue avec Philippe Seller, c'est vrai que sur les marketplaces, en France, je trouve qu'on a des très beaux outils de gestion des flux, qui sont populaires même au-delà de nos frontières. D'un point de vue logistique, également en France, on est plutôt bon. On est bon en fait partout en marketplace, sauf au niveau des agences, où il y a un gros manque d'évangélisation et qu'on pense encore que pour travailler marketplace, il faut juste balancer un flux et gérer la logistique. Non, on nous a parlé, ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'il faut donner de l'amour à votre site pour améliorer votre SEO français, sur Google, pardon, mais c'est pareil, c'est ce que nous dit Cécile en disant mais effectivement, donnez également du contenu, optimisez, réfléchissez. Faut pas le voir comme un concurrent, c'est dans une stratégie multicanal. Voilà, on a un multimoteur, c'est un fait. Et donc du coup, c'est soit on attend que les autres nous apprennent notre travail de demain, ou soit on teste. Et je pense qu'on a un beau travail de test. Du coup, les annonceurs, les commerçants, quand ils m'appellent, c'est soit ils ont déjà un compte, ils veulent aller plus loin. Donc leur volonté, c'est d'améliorer leur valeur transactionnelle pour remonter dans les classements, on va dire, d'Amazon, si je cite en tout cas cette marketplace. Et également, il y a ceux qui nous appellent en disant voilà, on veut se lancer, on n'arrive pas à joindre Amazon ne veut pas nous aider. Est-ce que vous pouvez nous aider sur tout ce qui est comment on rédige une bonne fiche, comment on segmente bien, qu'est-ce qu'on doit cibler. On peut avoir des informations sur les concurrents, on peut connaître leurs ventes. Vous avez des super outils comme Jungle Scout par exemple, qui peuvent vraiment vous aider. Et voilà, donc c'est juste prendre d'autres réflexes et aider les pépites de demain, en tout cas, à se développer sur les marketplaces. Et de ton côté, Philippe, est-ce que tu as remarqué de la part des clients une appétence pour Amazon et du coup de quel type de profil, de quel type d'envie d'y aller ou pas? Alors oui, il y a beaucoup d'intérêt pour Amazon de la part des e-commerçants en général, même si la relation est souvent je t'aime, moi non plus. Donc il y a ceux qui y vont parce qu'ils se disent bon, mes concurrents ils sont, donc il faut que j'y aille. Il y a ceux qui se disent c'est peut-être une opportunité, je vais tester. Mais en tout cas, ça laisse personne indifférent. Et puis après, il y a aussi ceux qui ne veulent pas y aller par principe en disant c'est le mal. Et je pense qu'en même temps, les marketplaces offrent quand même des formidables opportunités. Si les marchands ne les saisissent pas, c'est quand même du chiffre d'affaires en moins. Donc ça, c'est déjà une réalité. Donc un vrai intérêt pour les marketplaces en général et évidemment Amazon en particulier qui, hélas, aujourd'hui, faut le dire, donc a pris des parts de marché tellement importantes que c'est difficile de les ignorer. Ensuite, il y a vraiment la question, c'est est-ce que les gens demandent de l'aide? Et c'est là où, donc, en France, on est en retard. C'est-à-dire que la prise de conscience que, par exemple, sur un flux donné à Amazon, il y a des choses effectivement optimisées. Même chose pour Rakuten, même chose pour toutes les marketplaces spécialisées qui existent. Ben non, c'est pas du tout quelque chose sur lequel les clients ont conscience qu'ils perdent du chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas travaillé leur flux. Et donc voilà. Alors les gens nous demandent ça quand ils s'aperçoivent qu'on a une offre là-dessus. Donc souvent, c'est après qu'on ait travaillé avec eux sur d'autres sujets. Ils nous disent ah, en fait, vous pouvez nous aider aussi sur Amazon? Bah oui. Mais vous faites quoi sur Amazon? Bah ça. Ah bon, mais c'est utile. Bah oui. Voilà. Et donc ça, c'est la différence par rapport au UK ou à l'Allemagne, dans lequel les gens spontanément vont aller chercher des agences spécialisées. Il y a quelques agences spécialisées en France là-dessus, mais il y a relativement peu de demandes, alors que ça devrait être le cas. Là, tu disais tout à l'heure, par exemple, ça peut être très intéressant pour développer les ventes de faire des Amazon Ads, etc. Ben oui, mais moi, ce que je constate, c'est que la plupart des cas dans lesquels on a voulu faire ça au départ, les stats des clients étaient tellement mauvaises, pas d'avis, rien d'optimisé, etc. Et on s'est dit, si on les laisse faire des Amazon Ads comme ça, sans avoir optimisé leur flux d'abord, le coût d'acquisition qu'ils allaient obtenir allait être très, très, très mauvais. On leur a dit, ben non, donc
vous êtes gentil de nous demander de faire des Amazon Ads, il faut d'abord que vous optimisiez votre flux, sinon vous n'aurez jamais rien qui s'affichera dans la buy box, vous ne serez jamais présent dans la buy box, et donc du coup, vos chances d'augmenter vos ventes sont nulles. Voilà, on en est là en France, donc il y a un peu de travail d'évangélisation à faire. C'est vrai que nous, on voit la différence avec les marchands qui viennent de l'Italie, de Hong Kong, de Chine, qui ont des catalogues qui sont qualitatifs et qui aujourd'hui ont des rentabilités sur les marketplaces, enfin en tout cas sur la nôtre, qui sont assez impressionnantes. Et c'est vraiment c'est un canal incontournable aujourd'hui parce qu'il faut être présent partout. Au même titre où nous, on cherche à inonder, un e-commerçant doit chercher à inonder et prendre tous les canaux de visibilité qui lui sont offerts. Et une marketplace en est un. L'avenir des marketplaces, vous le voyez comment en France? Vous le voyez avec optimisme, l'avenir de la visibilité, je veux dire, sur les marketplaces? Rakuten ne veut pas dire le contraire, je pense qu'elle voit une belle évolution. De manière générale, de toute façon, on est en retard par rapport à différents pays qui eux-mêmes savent qu'il y a encore des points de progression à aller chercher. Et je pense qu'on aura, je ne vais pas dire du mal à rattraper notre retard, je ne suis pas là pour dire ça, mais que les marketplaces ont encore de beaux jours devant eux parce que l'usage, elle est là, c'est facile. On peut acheter des produits très facilement sur mobile, l'interface est bien. Donc ça va être la problématique justement des marques. Qu'est-ce que les marques pourront offrir pour pouvoir fidéliser leurs clients? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour moi, les marketplaces sont vraiment de beaux jours devant eux et qu'il y a de quoi faire, tout simplement. Alors dans quelle logique est-ce qu'il faut se mettre pour les e-commerçants qui sont présents dans la salle? Si on résume en un mot la logique dans laquelle il faut se mettre pour continuer à être visible et puis surtout pour l'être de plus en plus, parce que c'est quand même l'objectif. Pour moi, il faut le voir comme limite marketplace, comme l'emailing. Voilà, il y aura toujours ceux qui ont peur d'y aller. C'est vrai tout à l'heure, Philippe dit, on parlait des Italiens. Les Italiens, il y a toujours une logique de storytelling qui est très forte, donc ils ont toujours beaucoup de contenu. Ils parlent beaucoup, mais ils écrivent également beaucoup. Et donc du coup, ils arrivent à se développer. Donc, en plus, ils adorent se développer en France. Et donc du coup, l'avenir du marketplace, c'est vraiment récupérer ces e-commerçants qui sont présents. Le fromager de Parme qui vend du Parmigiano, demain, il va pouvoir vendre en France, en Allemagne. L'intérêt également, je le vois moi, c'est par rapport au Brexit. Il y aura une difficulté. Donc dans toute difficulté, il y a des opportunités. Donc on va voir comment les marketplaces vont pouvoir justement intégrer cette problématique-là et comment les commerçants vont pouvoir suivre, surtout d'un point de vue logistique. Donc pour moi, on va devenir un village en fait où tous les produits pourront être accessibles, une très grande liberté finalement d'échange, et c'est ce qui va permettre aux marketplaces de se développer. Donc après, sur les marques, ça va plutôt aller chercher d'autres choses sur la fidélisation, la data, la connaissance de leurs clients, que les marketplaces ont toujours un peu plus de mal, je pense, sauf s'ils inventent des nouvelles choses, comme tu parlais de click collect, des choses comme ça. Et puis quelque chose à ajouter? Oui, alors moi si j'étais e-commerçant aujourd'hui, que j'étais par exemple sur une niche, c'est clair que je ne peux pas ignorer les marketplaces. Pourquoi? Parce que les clients sont là. Et que c'est vraiment parfois difficile pour un marchand qui est sur un secteur extrêmement spécialisé d'arriver à être visible. Et donc il faut aller là où est la chalandise, là où sont les clients, et aujourd'hui ils sont sur les marketplaces. Deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que quand même le paysage côté e-commerce est susceptible de bouger pas mal. Donc le fait que Google arrive déjà sur ce marché-là, ça veut dire qu'avant, effectivement, l'un des espoirs des marchands, c'était de se dire bon, ok, je peux me débrouiller sans Amazon grâce au référencement ou au PPC. Oui, mais si Google demain commence à attaquer, ne plus vouloir être dépendant de son modèle publicitaire, mais de vouloir aller sur un modèle transactionnel, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas devin, mais il y a quelques années, Google nous a inventé Panda pour attaquer tous les gens sur le secteur qui étaient en train de lui manger la laine sur le dos sur le marché publicitaire. Si demain Google nous fait la même chose sur le marché transactionnel, eh bien ça veut dire que
Pour les marketplaces, notamment les généralistes, ça veut dire qu'il va falloir se battre contre un nouvel acteur qui va peut-être fermer ses portes pour générer du trafic pour ces gens-là. Donc ça veut dire faire de la publicité plus traditionnelle, peut-être revenir en télé, etc. Donc on voit des marketplaces spécialisés comme Zalando, donc aujourd'hui, essayer de renforcer au maximum leur marque, parce qu'ils ont bien dans leur stratégie l'idée que demain, il faut avoir une marque forte pour réussir à peser dans l'e-commerce. Oui, tout à fait, et c'est réel. Faut qu'on arrive à créer de la valeur, à se démarquer, à former des écosystèmes beaucoup plus complets qui vont bien au-delà de la marketplace pour subsister. Nous, ça fait 19 ans cette année qu'on existe, qu'on survit, donc ce qui montre qu'une marketplace quand même, ça tient la route, hein, ça fonctionne. Hein. On a en effet une communauté qui ne cesse de grandir, de se rassembler et avec un vrai fonctionnement communautaire. Et en ce qui concerne l'arrivée de la marketplace de Google, bon, s'ils font, on parlait justement du modèle transactionnel, oui, bon, ils sont allés sur le modèle social, ils ont fait un échec. Après, du coup, on espère que ça va être le même schéma parce qu'on reste en France. On n'est pas sur une culture de marque hein, comme aux États-Unis, comme au Japon. Un Japonais sur 3 est un client Rakuten. C'est pas du tout le cas en France, alors que c'était une belle start-up française. Donc on n'est pas sur cette culture de marque, on est sur cette culture très opportuniste. Celui qui est là est là, celui qui n'est pas là, tant pis pour lui, il fera pas de vente et on n'ira pas le chercher. Donc Google, s'il arrive en imposant beaucoup de choses à ses marchands, en démarrant très peu en ayant très peu d'expérience sur ce qu'est une marketplace, ce qu'attendent les utilisateurs et ce qu'attendent les vendeurs, parce que c'est un gagnant-gagnant sur les deux côtés qu'une marketplace doit travailler. Je suis pas sûre que il fasse pas un Google Plus V2, mais modèle transactionnel. Enfin, je l'espère pour nous en tout cas. Après, il y a de la place. Donc, il peut venir. Merci beaucoup.